Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Radio Box Attitude. Si vous êtes sur YouTube, les podcasts Box Attitude. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un concept que vous connaissiez bien sur Box Attitude, la chaîne principale, les Comment va la boxe. Donc on revient sur l'actualité récente de la boxe. Ça peut être le dernier mois, les dernières semaines, et en général, c'est plutôt les derniers jours. C'est assez frais, le poisson il est frais là. Donc, j'ai quelques infos, pas mal, que j'ai trouvé, enfin pas mal, de quoi en discuter un peu à la cool. Donc je les ai récupérés, et puis je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. C'est aussi l'occasion de vous dire que ce week-end, donc là je vais sortir ce podcast samedi matin, il sera déjà accessible depuis vendredi pour les personnes qui me suivent sur les différentes plateformes de streaming. Mais bon, pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, ben voilà, on est samedi matin et ce week-end, ben ça va faire un mois que j'ai lancé les podcasts. Donc voilà, en un mois, on a atteint 1744 abonnés et on a quand même cumulé presque 60 000 vues. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est marrant, la vidéo qui a le plus marché, c'est pourquoi Naoya Inoue est le numéro 1. Donc la dernière en date, hein, si je vous dis pas de bêtises. Non, non, je vous dis des bêtises, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, et cette semaine, je vous ai fait une vidéo sur Berlanga, et sur avant-combat, donc combat de ce week-end, c'est Beterbiev contre Joe Smith Jr. qui aura lieu cette nuit, hein, dans la nuit de samedi à dimanche. Et bien sûr, dimanche matin, vous aurez droit à ma vidéo réaction sur Box Attitude. Les dernières vidéos n'ont pas trop fonctionné. Berlanga, je pense que voilà, ça vous intéressait pas plus que ça, je peux comprendre. Et Beterbiev contre Smith Junior, pareil, il n'y a pas non plus un engouement extraordinaire autour de ce combat. Ça peut s'entendre, c'est un peu dommage. En tout cas, dans les retours, vous attendez quand même ce combat, donc on se donnera rendez-vous dimanche matin pour en parler, pour débriefer de tout ça. Au début, je voulais sortir ce podcast dimanche, donc je l'aurais tourné là, comme je suis en train de le tourner vendredi, mais je me dis, bon, je vais quand même le sortir avant le combat, parce qu'après, ça fait quand même 2-3 jours qui passent, et on sait jamais, imagine que les infos que je te donne aujourd'hui, tu vas les vérifier, que c'est déjà dépassé, c'est un peu dommage, donc ça sortira samedi matin. Bref, ceci étant dit, on va aller directement au vif du sujet, au sujet du jour, hein. Je vais pas m'éparpiller plus longtemps. Comme tu l'as vu dans le titre, on va avoir une actu sur un des Charlots qui défie Terence Crawford. Je vais vous en parler. On a aussi Tyson Fury qui a fait un peu de bruit. J'ai été interpellé sur Twitter. Il y a un gars qui m'envoie un message, il me dit Ah, j'y sais, tu réagis pas à Tyson Fury qui sort déjà de la retraite, tu vois, déjà de retour et tout. Et je lui ai répondu, non mais moi c'est fini le BFM Boxing Game, là c'est plus mon délire, tu vois, j'ai pris ma retraite de ça perso. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a encore quelques semaines, j'aurais pris ma caméra directement, boum, j'aurais fait une vidéo infobox, et aujourd'hui, ben voilà, je prends l'info comme elle vient, avec un petit peu plus de recul, et je vais la noyer quelque part dans d'autres informations. Avant de commencer, d'attaquer les sujets du jour, j'aimerais faire un petit retour sur Daniel Dubois. Daniel Dubois qui a gagné là son dernier combat contre un mec plutôt bien classé, voilà, qui avait un assez beau palmarès, un top 30 je crois. On va pas s'attarder spécialement sur son adversaire ou quoi que ce soit, mais bon, Daniel Dubois, on en est où? Daniel Dubois, donc 18 victoires, 17 remportées par KO, une défaite contre Joe Joyce, vous vous en souvenez. Et il a 24 ans. Il a 24 ans. Oui, je vous ai dit 17 victoires, 17 KO. Hein. Je me souviens plus qui a tenu la limite contre Daniel Dubois dans les victoires qu'il a eues. Je sais plus. Je sais plus qui c'était. Bref, peu importe. Et là, aujourd'hui, il a un titre WBA World. Donc, il est actuellement champion du monde WBA World. Et son promoteur, Frank Warren, il commence un petit peu à teaser pour la suite, et il voudrait bien un combat contre Dillian Whyte. Donc Dillian Whyte, je vous rappelle, 28 victoires, 19 remportées par KO et 3 défaites. Et Dillian Whyte, il a 35 ans aujourd'hui. Il reste sur une défaite contre Tyson Fury, mais c'est vrai que c'est pas con comme choix, comme proposition pour Daniel Dubois. Mais alors je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt pour Dillian Whyte, tout simplement.
Parce que Dylan White, quand même s'il a des défaites contre les meilleurs actuels, bon, il en a une qu'il a vengée, c'est contre Povetkin, mais bon, perdre contre Povetkin, et puis comment il perd, parce qu'il l'envoie plusieurs fois au tapis, et puis c'est plus un retournement de situation qui fait qu'il perd. Bon, contre Tyson Fury, c'est vrai qu'il n'a pas vu le jour, c'était un peu décevant. Et puis il y a son combat contre Joshua, qui est un peu son combat référence, où là on s'était régalé. Mais sur le papier, c'est pas... Enfin, je veux dire, quand tu compares à tous les adversaires qu'a affronté jusqu'ici Daniel Dubois, les adversaires qu'il a battus, qui étaient, on va pas se mentir, qui avaient peu de chances de gagner. Et quand tu regardes le combat, tu dis, bon, tu te poses plutôt la question à quel round il va tomber. Et Daniel Dubois les fusillait. Le premier adversaire qu'il prend, qui a un certain niveau, bon là on peut se dire, ok, bon là il va avoir sportivement un match intéressant, c'est Joe Joyce, et Joe Joyce l'a surclassé. Vraiment, tu vois, il l'a surclassé. Et donc là, tu passes à Dylan White, je pense que... En fait, moi, je trouve qu'il y a quand même trop d'écart entre les adversaires qu'on lui fait rencontrer sur le ring, et puis après, le top, tu vois, le top 15 de la KT. Après, tu vois, c'est discutable, mais on va dire top 15, tu vois. Certains vont me dire, oui, lui, je le mets plutôt vers le top 5, lui, je le mets plutôt vers le top 5, toi, c'est discutable. Mais disons top 15. Le niveau du top 15. Et je trouve que prendre Dylan White, je dis pas que peut-être que Daniel Dubois il peut le battre, je trouve d'ailleurs que dans son dernier combat, même si voilà, on ne peut pas vraiment analyser par rapport à l'adversité, mais je trouve que c'est un Daniel Dubois, je crois que j'ai dit Dylan White, c'est un Daniel Dubois, je veux dire, qui tente de travailler des choses au niveau du déplacement, au niveau bouger la tête, essayer un petit peu de lâcher des combinaisons. J'ai l'impression quand même que c'est un Daniel Dubois qui propose des choses. Mais le problème que j'ai, c'est que, vu l'adversité, je ne sais pas si c'est pas un Daniel Dubois qui est en confiance, qui fait ça, ou si c'est vraiment Daniel Dubois qui a travaillé ça à la salle et qui du coup l'applique sur le ring. Parce que le seul combat où vraiment je peux me dire, bon bah là on va voir qu'est-ce qu'il vaut, c'était contre Joe Joyce, et Joe Joyce, c'est là où il a montré ses limites, son inexpérience. Il a voulu que travailler sur ses points forts, mais comme ses points forts, Joe Joyce avait mis en place une tactique pour les annuler, ben, je ne peux pas savoir si aujourd'hui il a vraiment progressé ou si c'est juste qu'il fait ce qu'il sait faire un peu les doigts dans le nez, tu vois, face à des adversaires qui ne sont pas à son niveau. Donc j'ai en fait encore des interrogations, et même si je me dis que c'est pas mal, tu vois, j'ai regardé ces derniers combats, c'est pas mal, je ne sais pas, est-ce qu'il est prêt pour Dylan White? C'est vraiment une interrogation. Donc voilà, je trouve que la proposition est bonne. C'est le bon timing en vrai, parce que Dylan White, il a 35 ans, il est encore bien classé, il vient de se prendre un gros KO contre Tyson Fury. C'est, pour un promoteur, c'est malin d'envoyer Dylan White, de l'envoyer au charbon contre Daniel Dubois. C'est malin. Bon, parenthèse terminée sur... c'est pas vraiment une parenthèse, partie terminée sur Daniel Dubois. Je pense que... Après, tu sais, ils ont aussi le facteur de... Comme il a déjà une défaite, je pense plus qu'ils sont dans le truc de forcément protéger son zéro défaite. Parce que de toute façon, il l'a perdu. Donc, ils sont prêts à l'envoyer un peu au charbon contre Dylan White. Je crois. J'ai un peu la pression. Et ils pensent quand même ça va passer. Tu vois, je pense qu'ils raisonnent comme ça. Ils disent, oh, bon, on pense quand même que ça devrait le faire. Et puis, même si ça ne le fait pas, après tout, on pourra toujours juger sur le truc où il a 24 ans. T'imagines, 24 ans, le gars, il a 10 ans de carrière. 10 ans devant lui. Facile. Bref, disons même 6 ans, tu vois, pour être gentil. On dit, vas-y, il a 6 ans de carrière devant lui. C'est beaucoup, tu as le temps de le refaire, tu as le temps de retravailler dessus. Bref, on va passer du coup au gratin des poids lourds, Tyson Fury. Tyson Fury, alors j'ai l'impression c'était une conférence, parce que je crois qu'il y avait Frank Warren qui était là aussi, donc à mon avis c'est lors d'une conférence que j'ai récupéré cet article, c'est à ce moment-là qu'il a fait des déclarations. Donc Tyson Fury, je vous rappelle qu'il est soi-disant retraité, donc soi-disant ex-champion WBC, et il a donc 32 victoires, 23 remportées par KO, aucune défaite et un match nul, et il a 33 ans. Et là il s'est un peu foutu de la gueule d'Anthony Joshua. Anthony Joshua, je vous rappelle, 24 victoires, 22 remportées par KO et 2 défaites, et qui a 32 ans. Et Anthony Joshua, donc, qui devrait prendre sa revanche contre Alexander Usyk. Alexander Usyk, qui a 19 victoires, 13 remportées par KO, aucune défaite, et qui a 35 ans.
et qui est aujourd'hui le champion de WBA, WBO et IBF. C'est important les gars de préciser quand même tout ça, parce que même nous qui suivons la boxe, ça nous rappelle un petit peu les stats de chacun, ça nous remet un peu les chiffres en tête, et puis pour ceux qui arriveraient sur ce podcast, pour pas qu'ils se sentent non plus largués par notre vocabulaire et notre... Voilà, tu donnes des références, et si les gars ils suivent pas, bon c'est compliqué. Donc Joshua il a annoncé, je crois que c'est officiel, hein, qu'il va prendre comme entraîneur Robert Garcia. J'en avais parlé déjà à l'époque, quand il y avait des idées, tu vois, ouais, qui pourrait prendre comme entraîneur, on commençait à faire des suppositions. Et ben Robert Garcia, moi c'était un de mes préférés, tu vois, dans le choix, parce que j'aime bien l'école des Garcia, je suis assez friand de ça, on en reparlera un peu plus tard dans ce podcast, parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Donc moi j'étais plutôt séduit par cette proposition. Donc, bon, apparemment c'est fait. Et Tyson Fury s'est un peu foutu de sa gueule. Bon, c'est un peu n'importe quoi à la conf, hein. Franchement, il va dans tous les sens, Tyson Fury. Donc il dit que c'est lui qui devrait entraîner Joshua. Alors, je comprends pas l'intérêt de dire ça, parce que t'es censé l'affronter, Joshua. Enfin, on sait que c'est le combat que tout le monde veut, que les Anglais veulent. Voilà, on est plein à se dire qu'on prendra les tickets si jamais Fury Joshua se fait en Angleterre, parce que ce serait une folie. Voilà, regarde comment ils ont vendu Fury White, alors que Fury White c'était un peu éclaté comme affiche, on va pas se mentir. Voilà, rappelez-vous comment je vous en parlais. Et ils ont vendu ça comme c'était le combat de l'histoire de la boxe en Angleterre. Wesh, arrêtez vos conneries. Et du coup, on sait que Fury Joshua, là oui, là je suis d'accord. Là, vous pouvez me vendre du rêve, j'aurai les yeux qui brillent, pas de souci. Je suis pas un fan de Fury en tant que bonhomme, je suis pas un fan de Joshua non plus, mais moi-même, vas-y, là tu me vends du rêve, y a pas de problème. Je suis à Disneyland, je suis une petite fille à Disneyland, vas-y. Emmène-moi dans tous les manèges, y a aucun souci. Les gars qui ont des idées mal intentionnées, calmez-vous, hein. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que Tyson Fury, je comprends pas son intérêt de dire ça, viens, je vais t'entraîner et tout, c'est con en fait, c'est complètement con, c'est même pas drôle, c'est naze, tu vois. Mais moi, il me saoule un peu parfois Tyson Fury dans son comportement. Après, il analyse Joshua. Alors là, il dit des choses que j'ai dites aussi, donc je peux pas lui reprocher, parce que ce qu'il dit, bon, il le dit de manière crue et avec un gros manque de respect envers Joshua, parce que je trouve que Joshua, en tant que champion, je mets plus de respect sur sa tête que sur celle de Tyson Fury, parce que Tyson Fury, c'est pas un champion de boxe, c'est un grand boxeur, il a fait des dingueries, mais c'est pas un champion, il a pas le comportement d'un champion. Mec, j'ai une ceinture, je la défends pas, je me casse, je reviens, je prends un truc, je me casse, c'est bon, c'est pas un comportement de champion. Donc je trouve que Joshua est plus digne à ce niveau-là. Et donc il me saoule un peu dans son comportement envers lui. Après, c'est du trash talking, ça fait vendre, ça fait parler, vas-y, allez, j'accepte le jeu. C'est pas mon délire, mais j'accepte le jeu. J'accepte les règles du jeu. Bon, du coup, et là, il va sur un terrain que j'entends, et que, d'ailleurs, moi, je le rejoins, c'est que Joshua, à l'heure actuelle, il a perdu le mojo, il a perdu la flamme. Il a perdu l'œil du tigre. Voilà, on va utiliser des termes que tout le monde comprend. On va dire les termes, il a perdu l'œil du tigre. Et c'est quoi perdre l'œil du tigre? Parce que c'est un peu facile, oui, Rocky, il a perdu l'œil du tigre, blablabla. Il a perdu confiance en sa capacité à mettre KO et à sa capacité à encaisser. Alors, Fury, il dit que oui, il n'a pas de cardio, tout ça. Excuse-moi, Fury, mais je pense pas que Fury ait un grand cardio. Mais c'est un malin sur le ring et il sait comment gérer son effort. Voilà, je pense pas que Fury, si jamais Joshua et Fury, tu les mets sur une piste et on va voir qui fait le plus de tours, je ne mettrai pas forcément un ticket sur Tyson Fury. Mais Tyson Fury, il sait gérer son combat, il sait gérer son effort, chose que Joshua a du mal à faire. Et Fury, il argumente en disant que la boxe de Robert Garcia, elle est trop énergivore pour Joshua, et que Joshua, il va s'essouffler dans les premiers rounds et qu'il va se cramer. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ce qu'il est en train de dire de la boxe de Robert Garcia, c'est que là, on part du principe que Joshua va imposer son rythme. Ce qui a cramé Joshua, c'est qu'il n'a jamais été dans le rythme. Il a subi constamment la boxe de Usyk et il a tenté de lui courir après, il a tenté de le prendre à son propre jeu et il s'est cramé complètement. Et puis après, tu as l'accumulation des coups, le fait de mettre beaucoup de coups dans le vent. Voilà, encore une fois, je reviens un peu à ce que je disais dans certains podcasts, mais quand tu pratiques la boxe, tu comprends tout ça. La gestion de l'effort, comment t'économiser, courir après un mec, ça te tue, ça te scie les jambes, prendre des coups, même s'ils ne sont pas hyper durs et ils font pas hyper mal. Parce que les coups qui font mal,
c'est pas physiquement qu'ils te détruisent, c'est mentalement. Parce que là, tu as la crainte d'y retourner. Mais les coups qui sont pas forcément les plus douloureux, mais que tu prends, ça c'est épuisant. C'est épuisant parce que tu essayes de réagir, tu essayes que ton corps soit les accompagne, soit voilà contre, tu essaies de capter la vitesse du mec qui est en face de toi, et tu prends tout. Et ça, c'est terriblement usant. Et moi, je suis sûr que c'est ce qui a bouffé toute l'énergie de Joshua. Alors que si Robert Garcia fait ce que Fury annonce, hein. Après Fury, c'est lui qui dicte à Robert Garcia comment il va entraîner Joshua. Déjà, pour qui tu te prends, Fury? Pour qui tu te prends? À un moment donné, ferme ta bouche, tu vois. T'es pas dans son clan et laisse-le faire son combat, tu vois. Arrête de lui manquer de respect comme ça. Mais admettons qu'il ait raison, tu vois, il va amener cette stratégie-là. Ils vont amener la stratégie dans le sens où c'est donc Joshua qui va dicter. Donc, il va mettre le pressing, il va accélérer, il va mettre dans le mal Usyk, voilà, il va essayer de le boxer. Exactement, c'est ce qu'il doit faire. Mais c'est un Joshua qui a travaillé pour amener ce combat-là. Donc c'est débile de dire ouais il va faire ça et donc il va se tuer lui-même. Bah non, tu es en train de me dire que c'est la stratégie qu'ils vont mettre en place dans ce combat-là. Donc s'il met en place sa stratégie et qu'elle fonctionne, il n'y a aucune raison que Joshua il soit dans le rouge. C'est qu'on espère que du coup la stratégie elle va gagner. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je serais plutôt pour dire oui. Je serais plutôt pour dire oui, parce que je pense que si Joshua il se décomplexe, qu'il boxe en mettant moins de coups, hein, il faut pas qu'il soit pas dans la course après Usyk, il faut pas qu'il cherche forcément à l'égaler en termes de jeu de jambes, qu'il cherche à l'égaler en espace du ring. L'espace du ring, Joshua, t'es plus grand, t'as plus d'allonge, tu prends le centre, t'attends. Usyk, il doit venir à toi pour te toucher. Il est obligé. Il est obligé de rentrer. Oui, il a une bonne allonge, mais de toute façon, il est obligé de rentrer dans cette zone de danger. Et t'as pas besoin de mettre 50 000 coups. Crois-moi, Joshua, s'il le cueille sur un coup, il va l'avoir. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il soit plus dans l'esprit à la Canelo. Tu prends ton temps, tu restes calme. Par contre, quand t'attaques, c'est pour marave. Tu nous fais pas la boxe olympique comme t'as fait contre Usyk au premier combat, où t'es là, t'essayes de répondre à ses touches. Il essayait de le mimer, en fait. Il essayait de le singer, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est voué à l'échec, parce que à ce jeu-là, Usyk, il est excellent. Donc voilà, après, s'il me donne tort et qu'il réussit en boxant comme il a toujours fait, enfin, il a toujours fait dans ces dernières années, à battre Usyk, ça serait merveilleux. Mais c'est parce que Joshua avait cette boxe-là depuis quelques années que Usyk a pu mettre en place cette stratégie et complètement lire sa boxe. On a bien vu que il était 2 crans au-dessus, Usyk. Il a quasiment jamais été mis en danger. La seule fois où il est mis en danger, c'est sur une droite esselée de Joshua, qui le cueille bien. Et Joshua, il a plus la confiance pour y aller après derrière ça. T'as l'impression qu'il la voit même pas, cette droite. Il va même pas chercher derrière à accélérer, et il attend qu'Usyk réagisse. C'est-à-dire que c'est lui qui touche, c'est lui qui ébranle Usyk, et il attend. Il attend qu'Usyk réagisse. Comme si Usyk devait lui dire « Ah, c'est bon, on peut reprendre le combat ». Mais c'est quoi ces conneries? Normalement, tu touches, mais là, tu le bouffes, le mec. T'as un moment où il est un peu les jambes fébriles, il faut y aller. Et tu vois dans les combats de boxe que, à un moment donné, les boxeurs, ils ont ce truc de la petite étincelle. Tu sais, la petite étincelle, elle s'embrase dès qu'on voit que l'autre, il a un moment de faiblesse. Tu sais, cet instinct de prédateur qui fait que dès que ton adversaire, il a un moment de faiblesse, tu attaques. Je sais plus où j'entendais là qu'il disait un truc très pertinent. Sur un ring, t'es à la fois le chasseur et la proie. Donc tu dois être hyper vigilant et en même temps prêt à attaquer à tout moment. Et il faut que tu sois capable dans ta tête de switcher à tout moment. Et Joshua, il a perdu cette confiance, et là je rejoins totalement Fury, et ce qui fait qu'il n'est plus capable d'être aussi réactif dans un combat. Il a plus ce truc. Et je pense pas qu'il l'a jamais eu. Il y a des gens qui aujourd'hui le descendent. Moi, je pense pas qu'il l'a jamais eu. Je pense qu'un temps, Joshua, il était plus instinctif dans une première partie de carrière. Et c'est un peu, je sais, je parle souvent de Tony Yoka, hein, mais c'est un peu le reproche que je ferais à Tony Yoka, qui a trop freiné ses instincts de boxeur pour avoir une boxe dès le début très calibrée avec Hunter. En fait, c'est pas vraiment à Yoka que je le reproche, c'est à Hunter. Cette boxe, tu vois, très... Et moi, je trouve que Joshua, il l'a fait plus en seconde partie de carrière, et c'est là qu'il est devenu chiant, et au final, le jour où il a pris un petit caillou dans l'engrenage, il est tombé, quoi. Bref, et aujourd'hui, il n'a plus confiance en son menton. Mais bref. Bon, en tout cas, est-ce que Fury va revenir pour prendre le vainqueur, si c'est potentiellement Usyk?
Il dit qu'il a envie, voilà, il dit qu'il a envie, c'est ce qu'il dit encore dans son truc. Ouais, moi, je prendrais Usyk si jamais Usyk qui bat Joshua, parce que lui, il est persuadé que Usyk qui va battre Joshua, parce que Joshua, il a fait le mauvais choix d'entraîneur, tout ça. Ça peut se faire, ça peut se faire. Fury qui reviendrait pour Usyk, ça peut se faire, parce que ça va faire beaucoup d'argent, et ça serait l'unification totale. Moi, je pense que ça peut se faire. Mais là, ce qui est plus probable quand même, c'est, parce que même Bob Arum, il a déclaré que c'est ce qu'il voulait voir, c'est donc Tyson Fury contre Francis Ngannou. Donc, bon... Donc Bob Arum, je vous rappelle que c'est un promoteur, un célèbre promoteur de boxe de Top Rank. Et donc il parle, même lui, voilà, il vend ce combat-là contre donc Francis Ngannou, le champion de l'UFC. Moi, j'ai rien à ajouter sur ça. Je serais curieux de voir ce que ça va donner, bien sûr, hein. Mais là, ils sont tous en train de nous dire oui, mais peut-être que si Ngannou il a le droit de mettre des coups de pied, peut-être que si on met des règles de boxe, tu vois, en fait, ils sont en train de nous vendre la carotte, d'essayer de nous la mettre, et voilà quoi. Mais bon, allez, je vais pas m'éparpiller sur ça, mais je pense que Tyson Fury, là, il est en roue libre. En plus, il peut se le permettre, il en a absolument rien à foutre. Il envoie des taquets à Joshua, des taquets à tout le monde. Pas trop à Usyk quand même, mais je pense qu'il est... En vrai, je le sens pas hyper emballé par Usyk. Je pourrais faire un podcast sur ça, hein. Je pourrais faire un podcast dédié à ça, mais là je vais avancer parce que j'ai encore pas mal de trucs à vous dire. Mais je sens que, je sais pas, Fury, j'ai pas l'impression que ce combat-là l'emballe plus que ça. À voir, il l'envisage pas encore et que c'est pour ça. Bref. Je vais passer aux autres infos qui m'ont marqué, et là, pour le coup, c'est assez croustillant. Il y a un petit débat autour de Jermall Charlo. Donc Jermall Charlo, je vous rappelle, donc, c'est le champion WBC des poids moyens. Il a aujourd'hui 32 victoires, 22 remportées par KO, et il est invaincu, et il a 32 ans. Donc c'est vrai qu'il est dans son prime, et on lui reproche un peu ses choix, son adversité récemment. Et c'est vrai, lui, il n'arrête pas de citer qu'il veut Canelo, donc je vous rappelle Canelo qui est en super moyen, actuellement, qui est pour moi le meilleur, hein, on va pas se mentir, et Canelo, il est à 57 victoires, 39 par KO, 2 défaites et 2 nuls, et il a 31 ans. Quand tu vois son âge et son palmarès, et qu'il est déjà champion dans 4 divisions différentes. C'est vrai, quand tu compares à Charlo, tu te dis, putain, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc, il cite Canelo, mais parce que tout le monde veut le money fight contre Canelo. Tout le monde. Donc, bon, c'est un peu ridicule, ça en devient ridicule. Donc, vas-y, on le met de côté. Canelo, tout le monde le veut. Bon, s'il peut l'avoir, comme tout le monde, je dirais tant mieux pour lui. Et je serais heureux de voir ça, voilà, pas de souci. Mais vas-y, on met ça un peu de côté. Canelo, c'est hors concours. On va parler des autres adversaires qui seraient intéressants. On en parle beaucoup, c'est Jem Munguia, qui est chez les moyens, pour le coup. Donc il n'aurait pas à monter de catégorie. Jem Munguia, il est à 40 victoires, 32 remportées par KO, et il est invaincu. Donc aucune défaite. Et il a 25 ans. C'est vrai qu'il est super jeune, finalement, Jem Munguia. Et puis il a déjà un beau palmarès. Mais Jem Munguia, il n'a toujours pas eu sa chance pour un titre mondial. Donc moi, franchement, sportivement, j'aimerais bien voir ça. Je serais plus intéressé. Et puis après, du coup, là, tu peux parler de prétendre à Canelo, selon moi. Il faut passer un mec comme ça. Ou alors, l'autre mec qu'on lui met sous le nez, enfin, à qui on lui reproche de pourquoi tu cites pas ce nom-là, c'est David Benavidez. David Benavidez qui a aussi 25 ans, lui par contre il est dans la catégorie des super moyens, et son palmarès c'est 26 victoires, 23 remportées par KO, et il est invaincu. Donc là, oui, là aussi, pour moi, il y a match. C'est-à-dire que tu montes en super moyen, montre ce que tu vaux contre l'un des meilleurs de la catégorie, ça serait un super combat. Mais je pense que il doit se dire, risque monnaie, je préfère prendre Canelo, quoi. Et je me demande même s'il se dit pas que Benavidez c'est pas plus risqué pour lui qu'un Canelo. Et en vrai, ça se discute. Pour Charlo, vu la boxe de Charlo, je me dis, est-ce qu'il n'a pas plus de chance contre un Canelo que contre un Benavidez? Ça se discute. Mais en tout cas, moi je dis, il y a match. Sportivement, c'est intéressant, Charlo-Benavidez. Donc c'est un peu le reproche qu'on lui fait. Et puis, il y a une autre polémique. Donc là, vous me direz un peu ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire par rapport à Jermall Charlo. Moi, c'est un boxeur que j'aime beaucoup, hein. Je vous le dis, j'aime bien, voilà, j'aime bien, pas le bonhomme il me fait chier, mais voilà, l'athlète et tout, j'aime bien. Bref, mais par contre, les reproches qu'on lui fait, je suis complètement d'accord, 100%. Et puis là, il y a une autre polémique, c'est que Terence Crawford, il a un peu taclé Jermall Charlo, donc le frère de Jermall, qui est champion unifié de la catégorie des super welter. Alors, tu peux te dire, mais pourquoi Terence Crawford, qui est champion actuel WBO des welter. Donc, je vous rappelle, Terence Crawford, il a 34 ans, 38 victoires, 29 remportés par KO et invaincu. Et il est déjà champion dans 3 catégories de poids différentes. Donc,
pourquoi Terence il se met à piquer comme ça Jermall Charlo qui vient d'unifier tous les titres en Super Welter. Donc je vous rappelle, Jermall Charlo, 32 ans, comme son frère, forcément son jumeau, et lui il a 35 victoires, 19 remportées par KO et une défaite qu'il a vengée. Et ben tout simplement Terence Crawford, il a 34 ans, c'est bientôt la fin, il se dit pourquoi pas aller tenter une 5e catégorie de poids, ce qui serait sportivement extraordinaire. Et je pense qu'il se dit il y a un truc à faire contre Jermell, il y a un truc à faire. En boxe, il est meilleur, Crawford, il est plus intelligent, le seul atout pour moi où vraiment Jermell il a l'avantage, c'est physique. C'est physique, c'est que naturellement il est dans sa caté, et donc ça risque de faire beaucoup pour Terence. Et je pense que Jermall est un peu plus costaud que Jermell. Donc pour moi, la limite serait du poids, et je pense que ça pourrait... C'est un facteur qui, pour moi, fait qu'on est presque dans un 50-50. Parce que ça peut faire que les coups de Crawford soient un peu plus émoussés, même la vitesse. On en a vu monter des Mikey Garcia, tu vois, on parlait des Garcia tout à l'heure, c'est pour ça que je l'avais comme exemple en tête, Mikey Garcia. Voilà, on en a eu d'autres qui tentent de trop monter, Amir Khan, et puis quand c'est plus leur KT, quoi. Et puis t'as la force de l'âge, quand même 32 ans, bon, ça se joue à pas grand-chose, mais quand même, tu vois. Donc c'est discutable. Mais donc Jermell, c'est lui qui s'est emballé, qui a dit ouais, bah du coup je défie Terence Crawford. Je le défie, je vais le prendre, et je suis même prêt à descendre en Super Welter. Il a dit ça carrément, je suis prêt à descendre en Super Welter pour prendre Crawford. Alors, du coup, Terence, il a dit allez, ok, vas-y, moi je te prends, je te tape. Mais il a dit moi je te tape, mais ça n'empêche pas que ton frère, ça reste une petite chatte, tu vois. Il a tweeté ça, tu vois. Donc il a continué à vanner son frère. Je pense que Terence Crawford, ou peu importe les adversaires des Charlots, je pense que si tu as envie de rentrer dans le combat psychologique avec eux, il faut les attaquer sur leur fraternité. Il faut aller sur ce terrain-là, pour vraiment les faire douter, leur faire du mal. Ou alors, ça va peut-être encore plus les énerver, ils vont te casser la gueule, mais c'est un truc à aller chercher. Si tu es prêt moralement à aller si tu es bien accroché, comme un Terence Crawford, parce que lui, franchement, il en a rien à foutre de personne, je vous le dis, et il va taper Spence Junior, je vous le dis aussi. Donc, il y a débat, mais moi, je vous le dis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense que quand même, Crawford, il veut son combat contre Spence Junior. Et à mon avis, tout vient de là. Jermall, il veut défendre son frère, mais il veut surtout défendre son pote, Spence Junior, parce que comme ils sont amis, voilà, il faut attaquer Terence. Terence, c'est le méchant, donc il faut montrer qu'on est contre lui, il faut lui proposer un combat. Tu sais, c'est comme ça, les Américains, ils se chauffent et après, ils proposent des trucs. Ils vont pas hésiter. Mais à mon avis, le vrai enjeu, c'est déjà que Crawford et Spence, ils s'affrontent, que Crawford, il tape Spence. Et après, là, on peut parler de monter en Walter. Mais s'il monte en Super Walter. Mais s'il monte en Super Walter, moi, je serais plus intéressé par un combat pour les titres, contre Jermell, plutôt que Jermall, qui, voilà, il laisserait son titre WBC des poids moyens, et donc il y aurait un combat sans titre en jeu. Non, franchement, moi, ça m'intéresse moins. Je préfère un combat, et je me dis, waouh, Crawford qui monte dans une nouvelle catégorie. Et Crawford, apparemment, ça commence à prendre pas mal, parce qu'il aurait même dit, donc je n'ai pas creusé l'info, hein, que s'il voit que le combat contre Spence, ça avance pas, parce que là, c'est bizarre. Il est toujours pas annoncé officiellement. Et il y avait plein de sources qui disaient, oui, c'est bon, les deals sont signés, blablabla. Ils attendaient que Crawford il quitte Bob Arum. Et là, il n'y a rien qui sort. Et à un moment, même sur Twitter, ça m'a saoulé, parce que je vois des sources qui sortent, je fais, c'est bon, maintenant, comportez-vous comme des hommes, dites le combat, il va se faire, il va pas se faire, et arrêtez de laisser les journalistes parler pour vous. Ça saoule. Aujourd'hui, c'est les journalistes qui parlent. C'est les journalistes qui ouvrent leur bouche, oui, voilà, il y a un truc qui est sorti, je m'en bats les reins. Aujourd'hui, avec les réseaux, les boxeurs n'ont plus besoin des journalistes. Les journalistes, ils ont besoin des journalistes pour relayer, pour que ça donne encore plus d'impact. Mais aujourd'hui, t'es boxeur, tu prends ton putain de téléphone, tu fais un tweet, tu fais voilà, il y a un deal pour affronter Spence Junior. Prenez un peu vos courages, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Et où tu dis, il n'y a pas de deal, j'en ai marre, je passe à autre chose. C'est bon, arrêtez de nous faire patienter pour rien. Ça devient pénible, tu vois. Franchement, ça devient pénible. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire le Tyson Fury à en faire des tonnes sur les réseaux. Mais il y a un juste équilibre, il y a un juste milieu entre un Anthony Joshua qui ose jamais rien dire et un Tyson Fury qui parle trop. Trouvez le juste milieu, les gars. À un moment donné, assumez vos propos. Tu dis, bon, on en est où? Tu dis au public, on en est où? Arrêtez de nous duper.
est-ce qu'il y a un deal en cours? Est-ce qu'il y a vraiment une négociation ou non? Ils ont même pas le courage de dire ça. Ils ont même pas le courage de dire ça. C'est pas compliqué ce qu'on te demande. Est-ce qu'au moins, il y a des discussions? Mais vraiment, arrêtez de mytho, arrêtez de chercher à faire les politiciens. On ne te demande pas de faire le politicien. Nous, on va pas t'élire ou pas t'élire. Les gens, c'est tes supporters. Les gens, c'est des supporters de la boxe. Ils veulent voir des grands combats de boxe. Dis-nous juste si oui ou non, entre bonhommes ou entre promoteurs, ils discutent. Tu vois, concrètement. Pas oui, ils se sont envoyés un message un jour. Non. Concrètement, ils disent allez, c'est le moment, on veut faire le combat et on discute de prix, de trucs concrètement. Tu vois. On ne te dit pas qu'ils sont pour ou contre et que ça va se faire. Mais s'il y a, tu vois, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et si ça se fait pas, bah là, on te dit, bah ok, gars, il n'y a rien qui se fait. Va chercher des nouveaux défis, parce que je peux comprendre, tu as 34 ans, tu as envie d'avancer, et pourquoi pas, Jermel Charlo, en Super Welter, tu vas chercher un nouveau défi, tu peux prendre tous les titres, c'est historique, il aura fait donc 2 catégories, unification totale, c'est franchement, pour moi, Terence Crawford, ça rentre dans la discussion top 10 all time. Hein. Ah oui, les gars, vous dire oui, mais non, j'essaie t'abuse. Mais oui, mais les chiffres, les gars, les chiffres parlent. Le gars, s'il fait. On en est loin, mais s'il fait ça, il tape Jermel Charlo, il prend tous les titres en Super Welter, 4e catégorie, 2 catégories unification totale. Non, là c'est quelque chose, hein. Non, là c'est quelque chose, les gars. Donc bref, voilà, j'en ai fini avec ça, et on va passer aux 2 petites dernières informations. Non, j'ai 3 petites infos, comme ça à vous passer, je sais pas si vous êtes forcément au courant. Alors, celle qui me réjouit le plus, et après les 2 autres, ce sera pas ouf, c'est Vergil Ortiz Jr., que j'aime beaucoup. Alors, j'ai commencé à le suivre sur le tard, je dois vous avouer. Hein. Je sais que c'est Overend qui le repartageait souvent, qui le citait beaucoup, et moi, j'ai pris le train un petit peu tard, mais j'ai bien pris le train. Ah oui, je me suis pris première classe. Hein. Première classe, je suis dedans. Donc, 18 victoires, 18 KO, aucune défaite, qui a 24 ans. Et l'année dernière, il y a tout pile un an, il se fait une blessure et il annonce qu'il se retire, le temps de se soigner et le temps de voir comment ça va. Et là, il va revenir, ça y est, il revient contre Michael McKinson. Et apparemment, c'est pas un cadeau quand même, le gars, il est bien classé. Alors, c'est pas un puncher, vous voyez, il a 22 victoires, seulement 2 remportées par KO, il est invaincu, il a 28 ans, mais il a l'air bien chaud, il a l'air vraiment déterminé à obtenir ce combat, et ce qui est marrant, c'est que c'est déjà un combat qui aurait dû se faire il y a un an, donc ils n'ont même pas cherché à faire un petit combat de reprise, on va voir comment il se sent, tu sais, on va voir si psychologiquement, l'arrêt, la blessure, ça l'a pas un peu émoussé, tu sais, même si tu vas voir le médecin il te dit, ouais, physiquement tout va bien, peut-être que dans ta tête, t'es pas si bien, tu sais, tu peux avoir une petite réticence. C'est pour ça que moi j'avais trouvé Errol Spence Jr. très impressionnant. Je suis pas supporter d'Errol Spence, mais gars, le boxeur, le bonhomme, mais rien à dire, il me régale. Et c'est pour ça que lui, là, ce qu'il a fait récemment, chapeau bas. Bref, je tiens à préciser parce que les gens confondent tout. Tu leur dis que tu es supporter d'un mec, donc tu rentres dans le jeu en tant que supporter, tu dis va le taper et tout. On dirait que tu as dit que l'autre il était à chier. Mais on n'a jamais dit ça, les gars. Calmez-vous, détendez-vous. Errol Spence Jr., c'est un très bon boxeur. Il va juste perdre par KO contre Terence Crawford. C'est tout. Bon, et du coup, combat de Vergil Ortiz Jr., d'ailleurs, qui a un poids welter. Donc on attend de voir hein, si un jour il va défier ces champions-là. J'ai hâte de voir ça. Voilà, un an d'inactivité, il revient en août. Donc tout pile, un an. En août, ça fera tout pile un an qu'il a fait son dernier combat chez les pros. Et donc, il est encore très jeune. Voilà, il est, moi je le trouve super bon boxeur. Alors c'est pas un styliste, hein, c'est vrai, c'est la boxe des Garcia. Donc je pense que c'est pour ça que ça va bien aller à Joshua. Et bref. Mais c'est une boxe très agressive, qui cherche le chaos. Ah non, on se régale. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis les deux petites dernières infos, c'est Floyd Mayweather Jr., oui, encore lui, les gars, 45 ans, qui va nous refaire encore un combat d'exhibition contre un japonais, ça sera au Japon, c'est un combattant de MMA qui s'appelle Mikuru Asakura. Voilà, c'est tout. Je vous mets ça là, j'ai rien à dire de plus. Et juste, j'ai noté dans un des combats qui arrivera le mois prochain, c'est Derek Chisora contre Kubrat Pulev. Donc voilà, c'est tout. Je voulais le dire, je voulais en parler. Les vieux dinosaures, parce que pour le coup, c'est vraiment des dinosaures qui vont se mettre sur la gueule. Si, je voulais quand même en dire que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que ces mecs-là, je vais le dire de manière un peu brute,
mais j'aimerais qu'ils aillent faire qu'ils aillent servir de faire valoir à des jeunes. Mais alors, dans le bon sens du terme, j'aimerais qu'ils aillent faire chier des jeunes. Tu sais, les mettre dans le dur, parce que c'est des mecs qui ont du métier, et j'aimerais bien les voir contre des jeunes qui sont en train de monter, justement pour leur apporter cette expérience qu'on a besoin quand on veut monter, comme on avait fait un peu Yoka contre Hammer. C'est des boxeurs qui vont te mettre dans le mal, ils vont user de leur vice, ils ont de l'expérience, ils savent faire durer un combat, ils peuvent te mettre au tapis, on a bien vu Chisora contre Parker. Donc c'est pour ça que là, de voir ces deux dinosaures s'affronter l'un contre l'autre, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. Bon, après, tant mieux pour eux, ils vont se faire de l'oseille, ils vont nous donner un beau spectacle, je pense. Mais c'est vrai que j'aurais préféré les voir contre les jeunes actuels qui sont proches du top 5, tu vois, qui sont entre le top 20 et top 10. Et histoire de dire, bon, bah voilà, tu veux rentrer dans le top 10? Attends, passe le test Chisora ou Poulev. Parce que c'est des vieux de la vieille, ils connaissent leur métier, et ils vont te faire passer le dernier examen. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Tu sais, gardien du seuil, et après, tu peux aller chercher le boss final. Mais passe d'abord eux. Respecte les darons, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est pour ça que c'est faire valoir, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, on respecte les anciens, et c'est pas gagné d'avance. Donc va déjà montrer ce que tu vaux contre eux, va montrer ce que tu as dans le beat contre eux. C'est plus dans ce sens-là que je voulais, et c'est pour ça que ça me fait un peu chier qu'ils s'affrontent, alors que tous les deux, chacun de leur côté, pourraient faire un beau combat contre un plus jeune boxeur. Voilà. Comme par exemple un Tony Yoka, comme par exemple un Efe Ajagba, comme par exemple un Frank Sanchez. Enfin voilà, c'est ça, c'est ce genre d'adversaire que je voudrais voir. Joe Joyce, voilà, c'est ce genre de boxeur que j'aimerais voir contre eux. Cette génération-là, clairement. Ergovic, il a affronté personne. Donc voilà, prends un Chisora, prends Poulev. C'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je voulais juste finir avec cette note-là. Et puis, c'est le premier mois des podcasts. Donc c'est cool. Encore merci d'être aussi nombreux. Allez, on va taper les 2000 abonnés quand même. On n'est pas loin là, on n'est pas loin. Abonnez-vous. Il y en a beaucoup qui ne s'abonnent pas. Hein. Si, je vois les chiffres. Je crois qu'il y a entre 30 et 40% de personnes abonnées parmi les gens qui... De toute façon, tu vois bien, la vidéo de Inoue, elle a fait 6000 vues. On n'est pas 6000 abonnés, les gars. Hein. Non, en tout cas, merci d'être là, les gars qui sont abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, merci pour vos messages très positifs. Et ça m'a beaucoup aidé à faire cette transition. Parce que je me posais des questions, je me dis, ouais, tu démarres un format podcast, qu'est-ce que les gens vont en penser? Et en fin de compte, non, vous êtes chaud patate et les retours sont cool. Donc, non, ça fait plaisir. Et vous avez vu aujourd'hui, il n'y a eu aucun bruit qui nous a dérangés. On a fait le truc tranquille. Donc, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas de quoi on va parler dans le prochain podcast. J'ai eu des idées, on m'a donné des idées. Pourquoi pas, je vais voir, je vais faire le tri. Hier, j'ai sorti la vidéo travaillée, la première défaite de Lennox Lewis. Donc, allez voir ça. Et puis, on se retrouve, pour ceux qui regardent ça le samedi, dimanche matin. On se retrouve dimanche matin pour la vidéo réaction à Beterbiev Smith Jr. Ça va être sympa, je pense. Je vous dis à la prochaine. Fighting!